Yo, I'm a Nick. Starks. Yes! What a move by Starks. Ewing with the spin. Ewing, yes! 1/8 seconds remaining. The Knicks lead by one. Out of Houston. Houston ducks under. Got it! Johnson cuts left. Now fires a three. It is good! And he's fouled! It counts! And he is fouled! Anthony for three. Puts it in! Knicks by one! Hope you're ready for the next episode. Hey! Et parce qu'il ne faut jamais perdre espoir, amis des Knicks, bonjour ou bonsoir. C'est avec un énorme plaisir qu'on se retrouve pour un nouveau podcast de The Knicks épisode. Ce soir en compagnie de la team. Bonsoir Johanny. Salut. Bonsoir Juju. Salut les gars. Ah, ça fait un petit bout qu'on s'était pas retrouvés, justement pour reparler de l'actu Knicks, de l'actu basket au sens large, de l'actu KNF. Et pour le coup, on a pas mal de choses à se dire aujourd'hui. Dans un premier temps, on va aborder la bulle. En quelques mots, savoir comment vous avez vécu personnellement la reprise de la NBA dans des conditions tout à fait particulières. On va évoquer évidemment le coaching staff avec l'arrivée de Tom Thibodeau à la tête de nos Knicks. Nous allons aborder évidemment la loterie. Là, je pense qu'il y aura matière à parler aussi. On va faire un petit crochet aussi sur les différentes récompenses et notamment, nous reparlerons de RJ Barrett vis-à-vis du classement des rookies de l'année. Et enfin, nous terminerons sur les petites rumeurs que l'on entend à gauche, à droite, ainsi que la du KNF, messieurs. Voilà, écoutez, en préambule, attaquons, rentrons dans le dur, dans le dur. Attaquons avec vos ressentis sur la bulle et voilà, ce nouveau concept NBA. Donc, je vais laisser la parole dans un premier temps à Johanny. Johanny, ton retour vis-à-vis de la bulle. Non, mais moi, je kiffe Mickey, quoi. La bulle Orlando, tout le monde réuni dans un même complexe, dans un même lieu. Enfin, tout le monde. Ouais, pas tout le monde. Non, les Knicks sont pas dans le lot. Les Knicks font partie avec quelques autres équipes des punis, des mauvais élèves. Hein. Pas de Space Mountain, pas de train de la mine. Non, il n'y a pas de tout ça, quoi. Et puis surtout pas de play-off. Hein. Bon, le pas de play-off, on s'y attendait, on le savait. C'était pas, voilà. Rapidement dans le courant de la saison, on l'avait vu, c'était pas une année où on allait accrocher le wagon du spot 8. La bulle, du coup, ça a permis de retrouver un peu de basket NBA. Ça pouvait manquer à beaucoup de gens avec cette période de confinement, Covid et compagnie. Donc ça fait plaisir de retrouver du basket. C'est un peu bizarre, c'est un peu curieux de pas avoir justement ces petites suppléments d'âme, le public, tout ça, les interactions, ce qui fait le spectacle de la NBA. C'est plaisant de retrouver les joueurs sur le terrain, même s'il y a eu de belles surprises, des choses un peu moins bien. Il y a eu des événements en dehors aussi, parce qu'on a passé une période mondiale assez mouvementée sur différents plans. Mais c'est spécial cette bulle. C'est dommage, ça me manque un petit peu, tu vois, d'avoir vu ces Knicks. Je sais pas, ils n'auraient pas été accrochés à une place de play-off, mais j'aurais bien aimé les revoir un petit peu jouer. On reste un peu sur notre fin avec cette fin de saison tronquée en mars, quoi. Oui, d'autant plus qu'il y avait un petit run, mais bon, sans être porteur d'espoir, mais on va dire qu'on restait sur une dynamique. On termine sur une victoire. On met Vince Carter à la retraite. Hein. Salut à toi, Vince. Mais tu vois, ça, c'est savoir soigner sa sortie, ça. C'est important. Ouais. Si on pouvait soigner l'entrée et le pas de résistance aussi, et voilà, toute la saison, ça serait mieux. Mais bon, c'est un peu dommage. On a une saison tronquée. Ça joue sûrement dans la perception globale de ce que les Knicks ont proposé cette saison. Passons à la suite. La suite, elle va pas arriver tout de suite, mais passons à la suite, quoi. Laissons les cadors s'exprimer sur ce terrain du Walt Disney Resort, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, à Orlando. Et puis voilà, on retrouvera les Knicks nouvelle génération dans quelques mois, quoi. Voilà, dans quelques mois. Et Juju, t'as ton point de vue sur la bulle? Du mal à m'emballer, alors ça fait plaisir de retrouver du basket. On a été sevrés de sport dans la période de confinement, donc ça fait toujours plaisir de retrouver de la NBA. Félicitations quand même à la NBA d'avoir trouvé un concept
particulier qui a permis de reprendre la fin de saison, les playoffs dans des conditions particulières. C'est sympa de les voir évoluer au stade municipal de Montrouge. Je trouve que c'est vachement cool. Ouais. Après voilà, je charrie parce que j'ai du mal à m'enflammer. Bon, alors il n'y a pas les Knicks, c'est normal. Donc du coup, c'est un peu plus abstrait pour nous de les regarder. Maintenant, les playoffs, c'est toujours un moment particulier. Sans public, et franchement, surtout en NBA, c'est pas comme au foot européen, où le public est toujours à fond derrière ses équipes. Aux États-Unis, ils le sont surtout au moment des playoffs, où là, tu sens un petit peu quand même, enfin, tu sens un engouement, la salle est un peu plus haute, ils ont tous le même t-shirt, les mêmes couleurs, enfin, tu vois, il y a quand même un petit truc. Et là, du coup, les playoffs font un peu fade. C'est sympa de retrouver des matchs, mais les playoffs sont quand même assez fades. Et tu sens quand même, c'est une discussion que j'avais avec Joe tout à l'heure, que certains joueurs, la coupure leur a fait du mal. Alors, ils ont tous eu la même coupure, ils sont tous sur un point d'égalité, mais comme j'expliquais à Joe, tout le monde n'a pas la même morphologie. Et ce que je veux dire, c'est que la préparation physique est faite pour être au top à une période de l'année qui est avril-mai pour les playoffs en général, jouant pour ceux qui font la finale. À ce moment-là, tu joues pas, tu reprends les playoffs derrière. Donc, t'en as que tu as senti quand même bien en dedans. Et du coup, c'est vrai que certains matchs sont un peu moyens. Après, il reste du spectacle. Mais voilà. Félicitations d'avoir trouvé la formule, mais sinon, c'est pas super emballant non plus. Ouais, est-ce que tu vois, ça me renvoie à la discussion qu'on avait eue la dernière fois sur le dernier podcast. On parlait d'alchimie et potentiellement de couper l'élan aux équipes qui finissaient vraiment sur un playoff push et qui survolaient la saison régulière et qui ont eu beaucoup de mal à, on va dire, hausser le niveau de jeu dans un contexte tout à fait particulier. Donc, c'est un peu équilibrer un peu les rapports de force et ça ajoutait au fait de se retrouver avec pas mal de surprises. C'est un contexte déstabilisant, ça a créé des surprises aussi, ça a coupé des dynamiques. Est-ce que Giannis aurait été champion NBA, tout ça? Bon, on n'en sait rien. C'est un peu comme les années lockout, même si les années lockout, elles sont raccourcies dans leur globalité, elles ne sont pas interrompues. Ouais. Donc il y a des joueurs qui étaient blessés, qui ont pu revenir. C'est un peu différent, mais après, toutes les équipes sont sur le même niveau. Je pense que le champion qui va ressortir de tout ça, ça sera pas un champion au rabais. Ça sera un champion. On se rappellera que 2020, c'était Covid, que le champion aura été titré au mois d'octobre. Ouais, tu dis ça parce que t'aimes bien les Lakers, c'est tout. Ouais, aussi accessoirement. Et d'ailleurs, j'en sais rien s'ils vont être champions. En tout cas, ce que je sais, c'est que ça sera pas les Clippers, parce que les Clippers, c'est l'équipe de la loose. Hein, voilà. Oh là là. C'est facile, mais bon, ils viennent de se faire sortir. Faut en profiter pour une fois que ça troll pas les Knicks. Allons-y. Mais non, blague à part, ça a chamboulé les plans de pas mal d'équipes. Ça a chamboulé la draft, la free agency, plein de choses. Voilà, ça nous a déstabilisés. Ça fait plaisir de le revoir, cette NBA. Faut qu'on en profite parce que on sait pas quand ça va reprendre derrière. Il va y avoir encore une période de coupure à laquelle on n'est pas habitué. D'habitude, NBA c'est à l'arrêt pendant l'été. On a le temps d'aller en vacances à droite à gauche. Là non, ça sera sur la petite période hivernale. Bon, on va regarder autre chose. Hein. Après, d'un point de vue spectateur, parce que de toute façon, ça fait un petit moment qu'on est spectateur des playoffs, on va pas se mentir. Non, après, oui, le contexte télévisuel, le rendu est assez particulier. Tu vois, Juju parlait tout à l'heure de stade municipal, c'est un beau stade municipal quand même. Hein. Je sais pas si à Montrouge il y a des écrans géants comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en termes de rendu, autant il y a pas mal de sports qui en dépit du contexte, restent assez bien télégéniques. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été réalisés tout de même, avec le délire des écrans, des spectateurs qui peuvent se connecter. Ouais. Et, oui, ça habille beaucoup la salle. Après, c'est vrai que le côté impersonnel des parquets, malgré le fait qu'on puisse adapter au niveau de l'ambiance à domicile pour chaque équipe. Il y a un effort aussi à ce niveau-là. Mais bon, c'est pas... Il y a pas cette pression de je joue à domicile, tu joues à l'extérieur et on te met la pression à tous les niveaux, quoi. Donc, l'avantage du terrain pour lequel certaines équipes ont essayé de se battre pendant la saison, là, il n'y en a plus. Hein, donc, voilà. Après, tu retrouves le basket, on va dire, peut-être aussi à son essence la plus pure, quoi. C'est des joueurs, deux paniers, un parquet... Voilà quoi, concentrons-nous sur le jeu et il n'y a pas d'éléments extérieurs qui viennent influencer en bien ou en mal le déroulé d'un match. Donc ouais. Moi je serais content de retrouver ces salles où quand tu retrouves du public qui réagit derrière une grosse action, là aujourd'hui t'as pas ça quoi. Donc ça ça fait un peu ça manque d'une certaine saveur quoi. Oui, après par contre
je pense que les franchises vont être pas mal créatives. Alors, on va attendre le début de la saison, le contexte et compagnie. Mais si toutefois il y a toujours pas de public dans les salles, je compte fort vraiment sur l'imagination des franchises pour bien personnaliser, mettre un peu plus d'ambiance, un peu plus d'animation. Je pense qu'on peut se rassurer, les franchises ont besoin d'un retour du public dans les salles. Financièrement, là, ils ont, on va dire, accepté la bulle pour des droits télé, surtout. Hein. Quelques sponsors aussi qui ont été placés sur les bouts de terrain, tout ça. Mais ils ont absolument besoin d'un retour du public, même si c'est pas complet. Bon, certaines salles ont du mal à remplir tout leur stade, mais ils ont quand même besoin d'un retour du public. Tu vois, la consommation, des hot dogs, des bières, tout ça, ça manque quand même dans l'économie d'une ville, d'un microcosme NBA. Je pense pas que la NBA puisse repartir sur une saison en mode bulle ou en mode huis clos complet, quoi. Ça me semble délicat. Et je pense justement quand la NBA décale certaines dates ou dit bon la saison prochaine va pas reprendre avant telle période, c'est pour se donner l'opportunité d'un retour du public à des fins financières, c'est certain. C'est surtout ça. Hein. Après, si c'était juste le sportif, continuons dans la bulle, même si ça leur coûte. Ils ont besoin du retour du public. Ouais, c'est clair. Sauf Atlanta et Memphis, ça les change pas, sinon tout le reste. Oh là là, la gratuité toujours. Ouais. C'est cadeau. On a fait le tour de vos ressentis de la bulle. Ouais, Maintenant, on va quand même un petit peu parler de notre équipe de cœur. On est tous là pour ça quand même, un minimum. Et donc, on a longuement évoqué le changement au niveau du front office. Donc, on a longuement parlé de Léon Rose notamment. Et là, coup de théâtre, arrivée de Tom Thibodeau, donc à la tête du coaching staff des Knicks. Vos ressentis, vos attentes, votre réaction sur le sujet. Qu'est-ce que ça vous évoque du coup, l'arrivée de Tom Thibodeau? On va commencer par... vas-y Johnny. Oh, moi je suis chaud. Thibodeau, c'est pas le coach qui fait l'unanimité, hein, ça c'est certain. Hein. Il a été beaucoup décrié quand l'annonce est tombée parce que pendant des semaines et des mois, les Knicks ont pris le temps d'étudier différentes candidatures. À vrai dire, Thibodeau, le nom il est tombé assez tôt dans le début de l'année calendaire, hein, pas pendant la saison, mais vraiment très tôt, je sais plus si c'était janvier ou février, où déjà, des petits bruits de couloir, ouais, Thibodeau serait intéressé par les Knicks et tout, il y a eu quelques connexions par le passé. Et puis après, bim bam boum, c'est Léon Rose, ancien agent de Thibodeau, qui prend le poste de président. Bon, les raccourcis ont été vite faits. Et puis voilà, on s'est laissé du temps, d'autres noms sont venus un petit peu, des noms plus ou moins farfelus, mais il y a eu beaucoup de candidats d'annoncés. Au final, je pense que ça s'est joué entre quelques noms à la fin, donc Thibodeau forcément qui a remporté le poste. Il y a eu Jason Kidd qui a été annoncé à un moment donné, en mode pourquoi pas Jason Kidd pourra faire venir Giannis l'année prochaine. Bon, fausse bonne idée. Ça va très vite. Hein. Ça va très vite, les raccourcis. Et on sait être inventif côté new-yorkais. Il y a eu Kenny Atkinson, qui était le favori de beaucoup de gens. Beaucoup auraient aimé le voir parce que il a fait de belles choses aux Nets. Mais voilà, au final, c'était un peu le nom qui était annoncé au début, Thibodeau, qui est ressorti de tout ça. Moi, je suis plutôt content. Alors après, certains vont dire c'est un coach dépassé, c'est un coach qui n'a pas réussi au Wolves. C'est vrai, quoique il les a envoyés tout de même en play-off, chose qui n'est pas arrivée depuis un bon moment et je sais pas quand est-ce que ça reviendra. Deuxième petit acte de la soirée. mais Thibodeau, c'est un coach pour moi qui est référencé. Il a quand même un background. Il est pas jeune dans la ligue, soit il est pas jeune tout court non plus. Donc c'est pas un coach qui fera des années et des années aux Knicks. Il a signé pour 5 ans. Ce qui est pas déconnant en termes de contrat. On est sur des contrats de 4-5 ans en temps normal, peut-être 4 ans. Bon, t'arrives à New York, tu demandes un petit parachute doré au cas où ça se passe mal et qu'on te sort un peu plus vite. Mais le contrat, moi, m'a pas choqué. Après, beaucoup étaient déçus parce qu'on aurait préféré un coach à la Kenny Atkinson, qui avait été libéré des Nets,
lapsus, Un peu à la surprise générale. Hein. de façon un peu curieuse quand même, parce qu'on oui. nous a vanté un modèle net, ouais, la culture, tout ça, regardez, on fait progresser des jeunes, on amène tout ça en play-off, c'était très bien. Bah, ce qui est vrai. Ce qui est vrai, hein, c'est un constat. Voilà. Après, ça a beau être la franchise voisine, rivalité Knicks-Nets, c'est un peu spécial, je sais pas si on peut vraiment parler de rivalité, mais... beaucoup de gens ont idolâtré et ont reconnu le résultat. Après, avec le tournant pris, avec la free agency de l'été dernier, est-ce que Kenny s'y est retrouvé? Est-ce que les joueurs s'y retrouvaient? Bon, voilà, il y a différentes choses qui se sont dites. Ouais. Mais pour moi, le profil de Kenny Atkinson au Knicks, je ne sais pas s'il saurait fitter, parce que c'était beaucoup vanté dans un modèle et un projet jeune, développement des jeunes. Je suis pas sûr que c'est ce qui marche et c'est ce que souhaitent les Knicks au global. Donc un coach comme Thibodeau, c'est pour gagner assez vite et retrouver certains fondamentaux de défense, des choses comme ça, quoi. Donc moi, ça me satisfait quand même. Ça me satisfait quand même. Ouais. Et toi, Jules, du coup, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah moi je suis dans le mauvais côté de la chose parce que j'étais pour Kenny Atkinson, vraiment, Ouais. voilà. Ouais. Ça me faisait plus fantasmer en tout cas. C'était mieux ce qu'il a fait avec Brooklyn. Moi j'ai trouvé ça très très bien. Alors il s'occupait de jeunes, mais on a une équipe jeune d'après ce que je me rappelle. Ah, l'une des équipes les plus jeunes de la ligue. Voilà, Ça tourne autour de 25 ans de moyenne d'âge. Il les a emmenés en play-off, il était très... Et puis en plus, ces systèmes, pour les avoir vus jouer quelques fois, regarder les Nets, c'était plutôt sympathique. Des sorties d'écran intéressantes, des contre-attaques, même des systèmes posés avec la balle pour, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, c'est Spencer... Dinwiddie. Ouais, voilà, Dinwiddie. C'était vraiment intéressant. Moi, Thibodeau, je suis très mitigé. Je dis pas que je suis contre, je dis pas ça. Je suis d'accord pour Joe, c'est un coach référencé. Je vais utiliser l'argument qu'à Minnesota, ça s'est quand même super mal passé. Il s'est mis tout le monde à dos et c'est quand même embêtant quand tu te mets tes deux meilleurs joueurs à dos. C'est quand même compliqué. Notamment ton meilleur joueur. Enfin, objection. Non, mais tu peux dire ce que tu veux, mais quand tu mets ton meilleur on parle de joueur Wiggins, on parle de Karl Anthony Towns, qui sont connus pour être des mecs super intenses en défense, super bosseurs. Donc je pense que le fit était compliqué. Après, le contexte Minnesota, c'était aussi au niveau du front office, tu vois. Il y avait. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Demain, Karl Anthony Towns, je le prends tous les jours à New York. On n'a aucun joueur de son niveau à New York. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de niveau à New York, donc tu prends n'importe quel All-Star, tu fais un upgrade. Après, Thibodeau, c'est un joueur, un coach, pas du passé, mais ses dernières grosses références, c'est 2010. Et moi, le problème que j'ai avec Thibodeau, alors coach défensif, ok. Le problème à New York, c'était pas que notre défense, c'était aussi qu'on n'arrive pas à mettre un panier. On y reviendra peut-être après, mais voilà. C'est point positif. Il va peut-être faire travailler un Robinson qui est bon défenseur, mais pour moi, il a 0 QI défense. Donc voilà, il met 2-3 comptes, mais en défense, il ne sait pas se placer. Donc ça peut faire beaucoup de bien. Nilikina, pareil, avec Frankie, tu vois, c'est un joueur qui est réputé défensif. Ça peut aussi matcher. Bon, je ne pense pas qu'il sera titulaire, mais en tout cas, ça peut matcher. Maintenant, c'est un coach qui rince les joueurs. Putain, D-Rose, Noah, tout ça. Après, ils étaient flingués. Mais dis pas non, il joue avec 7 joueurs, 8 joueurs. Il a fait pareil à Minnesota. Il joue avec 7 mais 8 joueurs. Après, on a beaucoup souffert aussi d'une instabilité de rotation claire aussi. Ouais. Hein, donc, Je te dis pas le contraire. Je te dis juste que si en février, tu n'es pas loin d'accrocher une place et que tes joueurs sont tous flingués, ça sera à cause de lui. Ouais. Et que je suis désolé, un mec comme D-Rose, il l'a flingué à un moment donné. Objection. Non, un mec comme D-Rose, il l'emmène à un titre de MVP aussi, tu vois. Ça peut être l'argument à opposer, tu vois. Ouais, on peut le voir de l'autre côté. On peut le voir de l'autre côté. Est-ce que D-Rose permet pas à Thibodeau d'aller en finale NBA ou de... Attends, c'est pas ça aussi le délire, tu vois. C'est que D-Rose était tellement fort, parce que c'est un joueur exceptionnel quand il sort d'université, que Thibodeau il a aussi la chance de l'avoir. Il y a des coachs qui bénéficient aussi de certains joueurs. On peut le mettre dans les deux sens, tu vois. Ouais, donc, est-ce que c'est les coachs qui font les joueurs ou est-ce que c'est les joueurs qui font les coachs? C'est un peu voilà, c'est toujours le fou la poule, on sait pas. Jordan, quand tu as un LeBron ou quand tu as un D-Rose, à un moment donné, tu as quand même des facilités à aller en play-off ou faire une série. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même plus facile que quand tu te retrouves avec qui c'est qu'on a eu de très bons, Marcus Morris, même si je l'aimais bien, tu vois, c'est pas le même calibre. Ou Julius Randle, parce que voilà, c'est pas la même chose. Donc, ouais. Alors après moi, sans avoir vraiment d'avis tranché, j'accueille l'arrivée de Thibodeau comme un signe en fait, justement sur la stratégie à venir. Voir si là tu évoquais tout à l'heure Johanny, c'était dans une équipe, dans la possibilité en fait d'avoir un coach qui nous permettrait
d'être compétitif assez rapidement. Et on tranche avec du Atkinson qui lui est vraiment a été Sur un projet plus long terme, quoi. Voilà, et pour moi ça peut donner le ton sur la stratégie après des Knicks. L'ambition. Voilà, est-ce qu'on va miser encore sur la draft, est-ce qu'on va miser sur les trades, voilà. Donc là, je pense que voilà, ça peut donner la direction, ça peut peut-être conforter certaines stars qui veulent vraiment passer le pas et venir aux Knicks. Sincèrement, vous pensez qu'il y a beaucoup de stars qui veulent jouer avec Thibodeau? Enfin, c'est une question sans vanne, hein. Il n'y a pas de. C'est une question, vous pensez que Thibodeau, c'est le genre de coach qui ramène les stars ou pas? C'est une question honnête, hein. Franchement, je ne sais pas. Des stars qui veulent venir au Knicks, c'est déjà toujours compliqué. Après, moi, c'est ce que je dis, c'est un coach référencé, c'est un coach qui est réputé pour son sérieux. C'est un coach qui est réputé aussi pour épuiser les joueurs, et on est sur une nouvelle génération. Qui privilégie le load management, et on voit où ça mène, tu vois, avec les Clippers, par exemple. Non, mais c'est pas, il y a pas. Mais bon, les Clippers, on est d'accord, mais ils sont en demi-finale de conférence. On en est quand même assez loin. On est quand même assez loin aujourd'hui. Parce qu'on est aussi assez loin au niveau effectif, tu vois. Pour moi, déjà, l'effectif qu'on a vu cette année, c'est pas l'effectif qu'on va revoir sous Thibodeau. Il va y avoir des changements, des ajustements. Exactement, il reste encore beaucoup de choses à faire. Forcément, tu vas pas faire de l'effectif qui a terminé, on va dire, dans les dernières places du classement. Tu vas pas les faire devenir, juste en changeant de coach, un prétendant au titre comme ça, instantanément. C'est pas non plus avec la draft qu'on va faire un bond exponentiel au niveau de la hiérarchie NBA, parce qu'avec un pick 8, on va en reparler tout à l'heure, mais c'est pas ça qui va faire que tu vas trouver un franchise player. Donc c'est un plan de reconstruction qui va prendre du temps aussi, en mettant un coaching staff expérimenté. Moi je trouve que c'est très bien, parce que les mecs ils ont quand même du bagage. Thibodeau, oui, au Bulls ça s'est mal passé, au Bulls on va dire ouais, il a rincé ses joueurs, mais moi je préfère que il demande à ses joueurs justement une implication et qui les utilise, que d'avoir un bricolage sur les rotations ça change tout le temps, finalement je vais te donner tout le monde un petit peu 10-15 minutes de jeu, 20 minutes, et tu déclenches pas une hiérarchie. Je suis d'accord, mais un groupe surtout NBA actuellement, c'est plus 7-8 joueurs, c'est terminé cette époque-là. C'est-à-dire que lui, le problème qu'il a, c'est qu'il perd son groupe très facilement en n'impliquant que 7-8 joueurs. On a ouais, mais alors, oui, c'est une réalité. Après, je te trouve là où je trouve un peu sévère, c'est que, tu vois, pour parler des Bulls, on parle de joueurs rincés, mais arrivés à la fin d'un certain cycle. Quand même, les Bulls, ils ont eu quelques faits d'armes, tu vois. D-Rose, il est rincé à 26 ans. Enfin, moi, après. Non, mais moi, quand je te parle de cycle. C'est que les Bulls ont été compétitifs pendant au moins 2-3 saisons, tu vois. Donc, moi, tu vois, je vais être méchant, je vais être très méchant, mais ça me fait penser aux coachs qu'on a en Ligue 1 en football, je fais une parenthèse. On a toujours les mêmes coachs qui vivent sur un Naki où ils ont fait une demi-finale, une 3e place de championnat un jour ou quoi que ce soit. Thibodeau, je suis désolé, déjà, il n'a jamais rien gagné. Ok, ouais, c'est un coach défensif. Coach of the year quand même, c'est pas. D'accord, mais il connaît les playoffs aussi quand même. Ok, donc, d'accord. Mais franchement, son dernier poste, ça s'est très, très, très mal passé. Bah ouais, mais après c'est quoi? C'est enfin, je veux dire, mettre une étiquette sur un échec. C'est quand même un peu difficile, quoi. Et tu vois, l'argument Thibodeau a jamais rien gagné, ouais, c'est certain. Après, des coachs champions, il n'y en a pas 50 de libres sur le marché, déjà de 1. Et tu vois, sur un projet où, en gros, entre guillemets, on l'opposait, on disait, on aurait préféré Kenny Atkinson. Il a fait quoi? Il a qualifié une fois en playoff, c'est pas non plus. Mais je t'ai pas dit qu'il fallait qu'il gagne, je t'ai juste dit, mais c'est pas pour moi un argument qu'il soit référencé. Pour moi, il est référencé pas spécialement plus qu'un autre coach qui a été en NBA, c'est ça que je suis en train de te dire. Quand même, tu vois, c'est. Rappelle George Karl. Non plus. Mais merde, tu m'as déstabilisé avec ta. Oui, ton parce que Thibodeau, pour moi, en fait, Thibodeau, j'ai peur que ce soit la fausse bonne idée. Je te dis pas que je suis. Attention, je t'ai dit que j'étais mitigé. Je suis pas à 100% contre Thibodeau, vraiment pas. J'espère me tromper 90. Non, je dis 50-50 parce que 80. je reconnais. Non, je reconnais 50-50. Honnêtement, c'est du 50-50 parce que je reconnais que défensivement, c'est quelqu'un qui a d'abord été assistant coach défensif à la base. C'est quelqu'un qui est quand même très porté sur la défense et ça peut ne pas faire de mal. C'est un ADN qu'on a toujours eu au Knicks et le ramener, ça peut être quelque chose de très bien. Et je préfère qu'on travaille la défense aussi, c'est cool. Maintenant, on est dans une NBA hyper moderne. Dans le jeu, j'ai peur qu'il soit un peu daté. Et deuxièmement, avec une jeune génération, j'ai peur qu'on ne soit pas forcément
en adéquation avec ce qui se passe actuellement. Ouais. C'est ce que Alors je suis en attention, train de après, dire. tu vois, enfin, comment dire, le coach, il peut évoluer dans sa façon de voir les choses, et puis il est pas tout seul, tu vois, il est aussi entouré d'un coaching staff, avec là, c'est Oui, c'est Kenny Payne mais- qui vient de Kentucky, qui est enfin, qui a aussi un bon background au niveau universitaire, avec des joueurs jeunes qu'il a su développer. Kentucky, c'est une bonne petite fabrique Mais attends, je te dis de pas le joueurs contraire, NBA, donc mais- il y a un ensemble aussi, tu vois, à voir en fait. Oui, effectivement, ça va être lui le head coach. Ouais, d'accord, mais si t'es complètement honnête, Joe, il a quand même une réputation de tête de con, Thibodeau. Le Ouais, mec, mais moi, ça me va très bien. Moi, je préfère ça plutôt qu'un coach, tu vois, à la Fisdale qui fait copain-copain avec les joueurs, mais qui en tire que dalle sur le terrain, quoi. Là, ça va être un coach exigeant, réputé travailleur. Ben, très bien, c'est ce qu'il faut au Knicks. C'est une attitude et une philosophie de bosseur. À chaque fois, on a comment dire, en début de saison, les confs de presse et coups, ouais, on va jouer à fond la défense, on va être des chiens, des underdogs et tout. Et puis tu arrives sur le terrain, tu vois, enfin, il n'y a plus rien, quoi. Donc là, avec ce coach, ils sont pas là pour rigoler, les joueurs. Ils savent à qui ils vont avoir affaire. Et oui, c'est peut-être pas forcément le coach qui attire les stars. Après, il y a Star et parce que, Star. après c'est vrai que moi non plus, j'ai pas sauté au plafond quand j'ai vu Thibodeau qui était officialisé. Ça, je suis d'accord. Mais après, par contre, ouais, je suis curieux de voir ce que ça va donner, vraiment. Et quoi qu'il arrive, on va juger ça sur le terrain. On aurait pu mettre n'importe qui. Ce qu'on veut, c'est une équipe qui gagne, un coach qui trouve des solutions, et voilà. Et oui, la NBA évolue, la défense, parce que c'est dans l'ADN des Knicks. Bah voilà, on va pas jouer à l'époque des 90s, c'est plus possible aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, tu vis et meurs un peu par les 3 points, donc il va falloir avoir un jeu qui soit adapté aussi à la NBA moderne. Et pour ça, il va falloir changer des joueurs. C'est pas juste un coach qui va faire passer d'énormes paliers à certains joueurs qui sont aujourd'hui assez anecdotiques au Knicks, quoi. Oui, mais après, par contre, ça donne quelques certitudes sur le profil des joueurs qu'on va garder actuellement dans notre effectif. Tu vois, on parlait de Frank Ntilikina. Je pense qu'il doit être un peu rassuré sur le sujet. Bon, après, on lit beaucoup de choses. Un jour, il est starter, un jour, on aime bien Dennis Smith Jr. Bon, voilà, on verra. Non, mais au-delà du fait de parler de starter ou pas, et Juju avait raison de préciser qu'on n'est pas sûr que Frank sera titulaire la saison prochaine, mais déjà sur l'importance de son rôle au sein du comment dirais-je, de la rotation, quoi. Faut-il encore qu'il reste, hein, beaucoup de choses peuvent se passer d'ici la reprise. Hein. Pas faux, c'est pas faux. Ouais, le problème, c'est que là, on est vraiment sur des rumeurs lointaines. Et moi, en fait, j'ai du mal à m'emballer parce que j'ai une image pas forcément positive de Thibodeau. Depuis toujours, mais depuis sa période de Chicago, on est dans le flou au niveau de la free agency. Donc, pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il vaut là-dessus ou ce qui est son projet. Parce qu'après, quand il va ramener des profils de joueurs, peut-être que je vais dire, ah, ok, on voit ce qu'il veut faire. Aujourd'hui, bon, moi, je reste que sur des choses que j'ai vues avec lui. Et depuis 2012, Thibodeau m'a jamais fait kiffer. Ce que je veux dire, c'est qu'à Minnesota, j'étais plutôt emballé de le revoir à Minnesota à l'époque quand je me disais, tiens, ça peut être pas mal de le voir. Je trouve que ce qu'il a fait là-bas, c'était lamentable. Et c'est surtout que la façon dont il est parti, tout le monde, c'est limite, ils ont sorti le champagne. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est qu'ok, il sort d'un échec, on peut pas le juger que sur l'échec, j'entends. Maintenant, voilà, je ne kiffe pas plus que ça sa présence. Et j'attends de voir ce que va être la free agency en adéquation avec son arrivée, c'est tout. Après, les mecs qui ont sabré le champagne quand il est parti du côté de Minnesota, il faut voir le profil des joueurs aussi, notamment en termes d'âge et de maturité, quoi. Donc, bon. Ouais, bien sûr, mais ça a quand même mieux joué avec le jeune coach qu'ils avaient qu'avec Thibodeau. Et tu peux me dire ce que tu veux. Bah, ils ont pas retrouvé les playoffs quand même. Ouais, mais attends. Ils ont pas retrouvé les playoffs, mais ça a quand même mieux joué. La saison a été tronquée aussi. C'est pareil pour nous. On n'est pas spécialement là pour parler de Minnesota. Mais on parle de l'ancienne franchise de Thibodeau. Ouais, on parle de l'ancienne franchise de Thibodeau et je trouve que t'es bien clément avec Thibodeau et que moi je sais qu'il a quand même une réputation pour avoir il reste sur un échec, c'est certain. Il reste sur un échec, ça c'est je parle même pas mal que c'est un échec, il a quand même une réputation d'être assez con et assez borné. Donc après, tant mieux, il faut des coachs qui ont du caractère. C'est pas une question de caractère, c'est que avoir du caractère et être borné, pour moi c'est deux choses différentes. Et j'ai peur que ça soit la fausse bonne idée. C'est tout. Après, je me trompe. Si en janvier, pas en janvier, le réflexe. Alors attention, on n'a pas. Ne mettons pas de mois. Voilà. Et si après 3 mois de compétition, on est playoffable, je serais très content. Je te dis pas le contraire. Et si l'équipe a du caractère et montre du jeu, je serais le premier à dire, ouais, super Thibodeau. Franchement, félicitations à lui. Franchement, je te dis, c'est du 50-50. Je te dis juste que pour moi, c'est peut-être la fausse bonne idée. Maintenant, ça serait à me donner complètement tort. C'est voilà, Atkinson est peut-être moins référencé, mais ce qu'il a fait ces derniers temps, je
trouvais ça vraiment rafraîchissant et très intéressant. Thibodeau, j'ai un peu de mal. Encore une fois, on ne sait pas quel joueur il va avoir. Donc peut-être ça sera des joueurs qui sont faits pour lui. Donc ça, de toute façon, c'est ce qu'on attend. Hein. La deuxième phase, c'est vraiment la stratégie vis-à-vis d'une part la loterie. Déjà la loterie, parce qu'on parlons de la loterie. La loterie, New York qui se retrouve avec le 8e choix, messieurs. Donc, vos avis un peu sur le sujet là. Je vais prendre la main, alors ça va être très rapide moi. Pareil, 8e choix, on n'a pas de bol. On le savait, parce que quoi qu'il arrive, on ne tire pas forcément des gros choix des dernières saisons. Et 2, j'ai envie de te dire, la draft est homogène, pas forcément dans la qualité supérieure, justement, l'homogénéité. Donc pourquoi pas, de toute façon, on verra. Ça parle même d'échanger des pics avec des équipes plus hautes. Je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout, sincèrement, je ne sais pas du tout qui ils visent. Il y a pas, tu n'as pas un ou deux joueurs qui te disent il faut vraiment se battre pour l'avoir, ou on est dégoûté de ne pas l'avoir, tu vois, Zion, ce genre de joueurs. Bon, là, il n'y a pas un joueur qui fait kiffer tout le monde. Selon les mock drafts de certains sites internet, c'est jamais le même numéro 1. Donc après, voilà. Numéro 1, ça va encore. Mais enfin, par contre, c'est sûr que pour le pick 8, tu vois différents noms. Même numéro 1, je te dis, moi j'ai vu Lamelo en numéro 1, j'ai vu Wiseman en numéro 1, j'ai vu l'autre aussi, là, le poste 4, ça, qui a l'air d'être assez physique, je ne me rappelle plus son nom, en numéro 1. Donc, franchement, on est 8e. Faut voir, tu vois, j'ai même envie de te dire, je suis même content d'être 8e, parce que là, Léon Rose. T'as rien à perdre, quoi. Voilà, t'as rien à perdre, et puis même, on va peut-être un petit peu voir, parce que Léon Rose, c'est pareil. Moi, je suis mitigé sur lui, parce qu'on ne sait pas, c'est un agent de joueur, tu sais, non mais. Honnêtement, on ne peut pas s'emballer aujourd'hui sur ce mec. Il va te chercher. On n'a rien vu pour l'instant, normal. Mais non, mais c'est normal. Mais tu vois ce que je veux dire pour moi, je vais t'expliquer. Léon Rose, tu vois, il va te chercher Thibodeau. Il n'y a rien de révolutionnaire. Ok, c'est un mec référencé, mais c'est pas une idée extraordinaire. Il va te prendre un gars qui est sécurisé, qui est référencé. Voilà, donc tu te dis, pour l'instant, si c'est pour aller chercher Thibodeau, un autre manager aurait pu avoir cette idée. C'est pas forcément une mauvaise idée. Je te dis juste que pour l'instant, il n'y a rien de transcendant. Donc là où on va le juger, c'est 1 sur la free agency et 2 sur la draft. Voir justement s'il sent les coups, s'il peut nous faire quelque chose. En 8e, tu peux tenter un pari, justement, parce que tu n'as pas la pression d'être dans les 3 premiers. Donc, on va pouvoir le juger grâce à ça. Et c'est pour moi une bonne chose de pouvoir juger notre président par rapport à cette 8e place. 1er, 2e, 3e, tu as une pression qui est différente. Il ne faut pas te louper, tu as un truc important, tout le monde attend. Là, il est 8e, donc tu peux te permettre de tenter quelque chose et te dire, le mec, bonne réussite, tu vois. Ouais, après, avec un 8e pick, t'es vachement dépendant aussi de ce que vont prendre les autres avant toi. Donc, c'est plus sur le poste qui va être recruté. Alors, à un moment donné, c'était, il nous faut absolument un meneur. Là, avec un pick 8, ça va être compliqué ou ça va pas être du top qualité. Donc, il y a différents noms qui circulent. Ça sera peut-être aussi un peu un avant-goût de ce qui va se passer derrière sur la free agency. Si on prend un poste 4, ça sent pas forcément bon pour Julius Randle. Si on arrive à choper un meneur, ça veut dire quoi au niveau de la free agency? Il y avait des noms qui circulaient, ça sera peut-être pas forcément le cas. Donc tu peux pas faire grand-chose, t'es vachement dépendant des autres. Alors oui, encore une fois, on n'a pas de bol. On était au mieux. Notre place naturelle, c'était pick 6. On descend de 2 places. Donc ça y est, ça a trollé les Knicks. Les Knicks n'avaient jamais de chat, n'avaient jamais de chance au tirage. Ouais, après le pire, c'est quand même les Cavs qui étaient numéro 2, qui finissent numéro 5. Donc faut relativiser aussi. La draft, elle est homogène. Avant la loterie, il y avait beaucoup de rumeurs autour de Lamelo Ball. Lamelo Ball, fiston Ball, donc il y a le papa qui va avec. Ça pouvait à la fois apporter de la hype. Il y a des interrogations sur le potentiel du joueur, parce que c'est bien beau d'aller jouer en Australie, c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est pas non plus la NCAA et voilà, c'est aussi des joueurs jeunes, peut-être talentueux, mais où est le plafond de ce niveau de joueur? C'est difficile à dire. Difficile à jauger, ouais. C'est pas de toute façon une draft qu'allait apporter un franchise player. C'est compliqué d'en sortir après, dans le lot. l'avenir nous le dira, mais après, je ne cache pas que j'ai pas trop la visu de ces prospects-là, tu vois. Il y en a pas un vraiment qui m'a crevé les yeux, donc oui, t'as quelques talents évidemment, mais t'as des profils, t'as des joueurs qui sont profilés plus défensifs, donc tu te dis oui, avec un mec comme Thibodeau, là, ça pourrait sembler être le bon fit. On va surtout drafter en fonction de ce qui reste. Spot 8, ça permet de
de voir par rapport à ce qui reste, les postes en place. Et puis, il y a un renouvellement du front office, pas que au niveau Thibodeau, au niveau des assistants, il y a aussi au niveau des scouts. Je me rappelle plus le nom là, de la personne qui vient de Utah Jazz. Qui a eu quelques bons coups, hein, donc. Et ouais, au niveau des scouts, ouais, ça a changé. T'as Yoshimoto, non, pardon, c'est Matt Harding. Si. Oui. Ouais. T'as du Matt Harding, t'as du Christopher Williams. C'était pas Pelline ou je retiens plus, j'ai plus le nom là. Des assistants coach, assistants scouts qui on peut l'espérer auront le temps de faire le travail nécessaire pour voir sentir les bons coups sur cette draft. Bon voilà, pick 8, bon bah soit, hein, ça sera pas. Franchement, moi je le prends avec une pointe de fatalité, tu vois. Non, alors déjà une pointe de fatalité et en plus avec pas de réel espoir. Franchement, on a empilé la stratégie de tanking pour choper des tours de draft assez hauts. On continue d'empiler, mais au bout d'un moment. C'est un peu ce que j'avais dit il y a 2 podcasts, qu'à un moment donné, j'entends, c'est bien de récupérer des pics de draft, ok, c'est cool. Mais moi, Léon Rose, je l'attends aussi sur la Free Agency notamment. Hein. Parce que c'est là où je l'attends vraiment. Au-delà de la Free Agency, c'est les transferts pour moi. Ouais, vraiment. Mais vraiment, c'est j'attends sur les trades. Tu vois, c'est Free Agency, transfert, tu vas se jouer à ce moment-là. Pour récupérer un gars que tu peux avoir et tout, tu vois. Parce que là, franchement, bon, le 8e, on s'en fout. On va avoir un joueur qui est impactant, non. Un joueur qui a un petit rôle, tant mieux. C'est du bonus. Si le mec, en plus, le jour de la draft, te fait un transfert, te dit, bah, je te donne mon pick 8, je te donne Julius, je récupère encore mieux, tu vois. On ne sait pas ce qu'il peut faire. Maintenant, vraiment, la Free Agency et cette période où on va avoir autre chose, c'est là où on l'attend. Ancien agent de joueur, soi-disant du réseau. Moi, je ne le critique pas, je ne connais pas du tout le mec. Donc, franchement. Mais on jugera sur les actes. Exactement, il est sorti de nulle part. Donc, pour l'instant, je suis mitigé sur lui. Ni en bien, ni en mal, parce que je ne connais pas. Tu sais, c'est pas un mec qui a été front office ou manager dans un autre club NBA. Donc, tu ne peux pas le juger. Tu ne sais pas trop. Tu sais juste qu'il a été agent de joueur. Ils t'ont cité les joueurs dont il a été agent. Super. Tout le monde te dit, ouais, dans le milieu, il est connu. Tant mieux. Maintenant, là, il va avoir une période très importante qui va arriver. On sait qu'on a des points faibles sur plusieurs postes. Meneur. Enfin, quasiment tous les postes, hein, de toute façon. Donc, voilà. Donc, après, à lui de voir s'il sent les coups, si justement son réseau peut lui permettre de faire des coups, et à ce moment-là, voir aussi si les joueurs qu'il ramène sont en adéquation avec le coach. Parce que si prendre Thibodeau et avoir des joueurs qui ne nous correspondent pas, ce serait une erreur. Donc, on va voir tout ça. Bon, je pense que Thibodeau va quand même donner son mot, aura son mot à dire pour le recrutement. Mais voilà, et si déjà on est cohérent là-dessus, pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, les gars, je vais vous demander un truc très précis. Aujourd'hui, dans l'équipe actuelle, qui on garde? À part R.J. Barrett, on en parlera tout à l'heure, mais voilà, tu es sûr que tu vas le garder. Et Spange, voilà, enfin, juste R.J., qui tu gardes à part lui? Bah écoute, franchement, de toute façon, on a fait le tour, on l'avait évoqué. Bien sûr, tu gardes Mitchell Robinson. Après, vraiment, la grosse réflexion, c'est quid de Randle. C'est juste celui-là. Parce qu'après, tu n'as que des contrats vraiment très légers, très courts, très flexibles autour. Non, la vraie, moi je pose plus la problématique dans l'autre sens, c'est quid de Randle, quoi. Ouais. Non, mais je te dis ça parce que souvent sur les rumeurs, Joe qui est très closer le sait aussi, Mitchell Robinson est quand même souvent cité pour récupérer un joueur impactant. Ouais, parce que enfin, aujourd'hui, si on veut monter un trade, faut mettre un peu de valeur dans ce trade. Et tout à l'heure, tu disais éventuellement trade le pick 8. Bah, le pick 8, ça a moins de valeur qu'un pick 3 ou 4. Peu importe la cuvée de la draft. C'est pas avec le pick 8 que tu vas faire une différence. Mais oui, bah, aujourd'hui, les joueurs de valeur, il y en a qui pourraient intéresser, je pense, les autres équipes. C'est RG et c'est Mitch. C'est Mitchell Robinson. Alors après, est-ce qu'on est prêt à lâcher un de ces deux joueurs, voire ces deux joueurs? Waouh, ça serait très couillu de la part de voilà, chercher le mot, mais voilà, très couillu de la part de Léon Rose. Demain, tu as la possibilité d'avoir un joueur majeur pour Vittel. Ouais, mais après, tu vois, c'est un peu. Alors, quelque part, c'est oui, on veut du changement, bien évidemment. Mais après, c'est quand même tourner la page définitivement sur tout le taf de reconstruction qui a été mené, on va dire, au moins sur ces 2 dernières saisons, tu vois. Donc, c'est renier tout ça, hein, quelque part, hein, en lâchant Mitchell. C'est un sacré message qu'on envoie, hein, ou qu'on enverrait. Non, puis il faut vraiment que tu récupères un joueur d'impact. Là, je dis pas que Mitchell, c'est non plus le franchise player. D'autant plus que quand même, tu as quand même une certaine flexibilité en termes de salaire.
Ouais, il y a du cap. Il y a du cap. Voilà, donc bon. Non, en fait, Léon Rose a quand même quelques cartes en main. Il y a du cap, il y a des pics de draft, certes peut-être pas très haut, mais il y en a plusieurs sur les saisons à venir. Ouais. Ça reste New York tout de même si certains vont dire ouais, mais tant qu'il y a Dolan, bon, je rentrerai pas dans ce débat-là. Mais voilà, tu as installé un coach qui est peut-être pas le coach le plus bling-bling, le plus sexy, mais tu sais que tu as un coach qui est sérieux. Il y a beaucoup de choses à faire, c'est certain. Sur la draft, on prendra un joueur peut-être de complément, pas forcément un joueur sur lequel on attend des miracles, mais qui peut peut-être s'épanouir aussi dans un collectif bien construit. Il y a beaucoup de choses à reconstruire. Ça passe peut-être surtout par le poste de meneur. Hein. Il y a beaucoup de réflexions autour du poste de meneur. C'est pas vers la draft que ça risque de se renforcer. Ouais. Bah là, ça y est, je fais la transition là. Ouais, tu t'ouvres la porte aux rumeurs de trade là, mon ami là. Donc. Ouais. Après, on est très tôt pour en parler. Moi, franchement, c'est la partie que je commente le moins, évidemment, parce que moi, les rumeurs de trade, New York, ça a une sacrée caisse de résonance. Et il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre avec des pincettes, quoi. Après, tu vois, ça continue de parler de Chris Paul, de Carmelo Anthony. Il y a du Victor Oladipo qui est passé par là pendant un aussi, moment. Fred VanVleet, ça parle de Russell Westbrook récemment. Qui n'a pas été cité un jour dans une rumeur de trade à New York? Franchement. Ah non, mais c'est fou. Non, mais après, attends, mais même VanVleet, t'as même le détail du salaire qu'on proposait quand même. On est quand même Chris Paul, on a des idées de package. Hein. Là, on envoie quasiment toute la team pour récupérer Chris Paul. Bon, il y a du sérieux et du pas sérieux dans tout ça. Déjà, on est d'accord. franchement, le fait d'absorber son salaire, déjà, on devrait nous donner une poignée de main déjà. Ouais, merci les Rockets avec leur gros contrat à chaque fois là. Non, mais clairement, Chris Paul, personne n'est pour. D'accord. Ah si, il y a des gens qui sont pour. Moi je dis. De vous deux, je parle de vous deux. De nous deux. Bah moi aussi je suis pour. Moi je suis pour aussi, moi. Vous êtes pour, Ah bah oui. Ah, Julien il tombe de sa chaise là. Ouais. Aujourd'hui c'est le podcast du débat. C'est pour ou contre Thibodeau, pour ou contre Chris Paul. Alors après faut. On est pour, mais pas comment dire. Faut argumenter un petit peu, tu vois. Oui, il y a la réalité. Aujourd'hui, Chris Paul, il sort d'une belle saison à OKC, alors que beaucoup de gens se disaient, oh là, ils vont s'en débarrasser, tout ça. Bon, après, est-ce qu'il peut refaire une autre belle saison? L'âge avançant, ça aide pas. Le contrat est juste énorme, on est d'accord. Le contrat, il est pourri. C'est le problème de Chris Paul. C'est la prochaine saison, peut-être qu'elle peut être bien, mais celle d'après, t'as son contrat et en plus, il est mort. Un coup sur un an, moi on l'a déjà fait sur pas mal de. De toute façon, t'as du cap, donc voilà. T'as du cap, tu prends pas. Je veux dire, tu hypothèques pas ton avenir sur 10 ans. Tu vois. Mais il ne reste pas un an de contrat. Il en reste deux. Il en reste deux. Il reste la saison prochaine, la saison d'après. Et je sais plus, c'est 40 et 44, donc c'est des très très gros contrats. Ouais, mais attends, Chris Paul, ça veut dire que après tu l'entoures comment? Pas, pour moi, c'est pas le maillon. C'est pas le franchise player. Ah non, mais justement, comment tu fais pour aller chercher un joueur important avec son contrat à lui? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi, j'entends, mais du coup, c'est quand même hyper compliqué, quoi. Après, honnêtement, cette saison, tu l'enlèves d'OKC. Est-ce qu'OKC fait la même saison? Est-ce qu'il se qualifie en playoff? Voilà. Moi, je trouve que c'est un pari qui peut se tenter. Alors, il y a aussi le côté, c'est un ancien joueur de Léon Rose, donc bon, ça peut. Bon, ceci dit, il n'est pas libre. Si on parle de Chris Paul, c'est du trade. Il faut aller le récupérer quand même. Est-ce que OKC n'a pas d'autres propositions plus sexy, plus bankable que une proposition qui viendrait des Knicks avec tout un tas de joueurs et des tours de draft? Je pense que voilà, il y a concurrence sur le dossier Chris Paul. Mais aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'équipes qui aimeraient le récupérer par rapport à la belle saison qu'il a montrée. Ça parle notamment des Bucks, qui aimeraient bien venir rajouter un petit meneur quand même encore assez fort. Ah, qui continue à bien faire jouer ses équipes. Eh ben oui. Ouais, bon, il est encore All-Star cette année aussi. Hein. Je dis pas que c'est le joueur sur lequel tu construis ton avenir. Ah non, mais moi, c'est pas mon premier choix. Mais moi, demain, tu me dis Chris Paul arrive, je vais pas. Tu vois, je vais pas. Ce que t'attends de lui, c'est qu'il te ramène en play-off. Après, c'est pas lui qui te fera gagner le titre. On est d'accord. De toute façon, il a jamais fait de film. Voilà. Mais ne serait-ce que ramener les Knicks en play-off, franchement, ça serait déjà une grosse marche en avant par rapport à tout ce qu'on connaît. Et après, tu redeviens sérieux et tu commences à pouvoir redevenir attractif vis-à-vis de Attends, tu donnes qui pour avoir Chris Paul aussi? Ah bah, faut lâcher beaucoup de choses. Le problème, c'est est-ce que le prix
encore une fois, c'est pas le joueur, c'est le prix que tu payes pour l'avoir. Est-ce que c'est pas un peu trop cher pour l'avoir? T'as rien sans rien et alors on parle pas de Giannis, on parle pas de LeBron, on parle de Chris Paul qui est un très bon joueur, un super playmaker. Mais est-ce que c'est pas un peu cher? Moi, ce que je te dis, à son âge, Chris Paul, tu me le prends avec 5 ans de moins, je te dis ok, vas-y, paye. Ah bah c'est certain. Chris Paul, la rumeur Chris Paul Onyx, c'est il y a 10 pitchs. Le problème, c'est que Chris Paul, c'est encore pareil. C'est tout à fait le joueur de joueur que tout le monde va dire, bah voilà, New York a encore payé un joueur 40, une blinde, et il avance pas, tu vois. De toute façon, tout sera commenté. Tout sera commenté, tout sera critiqué. Après, c'est... Toujours. Oui, après, c'est avoir un joueur efficace, là, tout de suite, au moins un, commencer par un. On avait beaucoup d'attentes autour de Julius Randle, à qui on a quand même fait un bon pont d'or, quoi. Ouais, enfin non, pas tant que ça, hein, par rapport au. Oui, bon, on a quand même commenté son contrat. Ouais, mais il est pas au contrat. C'est pas un max, tu vois. Chris Paul, non, bien sûr, c'est pas un max, mais après, c'est pas un joueur non plus, on va dire, qui appartient au premier chapeau. Ah non, je suis d'accord, c'est le troisième chapeau si tu veux passer par là. Oui, voilà. Il est peut-être même pas dans les chapeaux. Hein. Non, mais c'est un auditeur de l'after, notre ami Laurent. Mais je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, Julius, tu le mets chapeau combien? Vas-y. Oh, tu commences. Moi, non, allez, dis-moi. Julius, c'est chapeau combien? Chapeau 3 ou 4? Ah, mais tu vois, je vais être dur parce qu'avec la saison qui m'a sorti, donc oui, certes, tu regardes les... Bon, allez, moi je le mets en balance chapeau 3-4, tu vois, vraiment. Moi, je mets le chapeau 3. Mais c'est pareil, tu vois, avec un coach qui peut le cadrer comme Thibodeau, est-ce qu'il peut pas faire mieux que ce qu'on a vu comme bouquet de basket cette année? Il peut que progresser et il est encore jeune. Mais pour revenir à Chris Paul, et puis on va finir le dossier Chris Paul parce qu'il y a tellement d'autres joueurs. mais aujourd'hui, moi la question que je me pose, c'est est-ce qu'avec Chris Paul, les Knicks font un pas en avant, font un upgrade? Pour moi, la question est vite répondue, comme dirait l'autre là. Oui, il faut un upgrade. Après, est-ce que je termine juste. Est-ce que lâcher du Randle, du Frank, du Portis, du Kevin Knox, ça me pose problème pour tenter l'expérience Chris Paul 2 saisons? Bah non. Moi, ça me pose pas problème parce qu'aujourd'hui, ces joueurs, ils sont pas indéboulonnables, ils sont pas. Portis, il est plus dans les fixes ou Portis? Bah, il est en team option. Voilà, on peut le conserver pour le trade derrière. Parce que tu as vraiment l'impression qu'OKC vont vouloir prendre Portis. Quoi. Non. Par contre, voilà. Non, mais c'est juste envoyer beaucoup de joueurs pour tenter de le récupérer. Ça me pose pas de problème. Après, je sais bien que OKC, ils vont avoir d'autres propositions et c'est pas forcément celle des Knicks qui va être la plus sexy pour eux. Et c'est eux qui ont la main sur le dossier Chris Paul. C'est clairement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si tu veux un joueur, et on en revient, tu vois, j'avais pas tort. Si tu veux un joueur important en faisant un trade. Mon gars, t'envoies pas Portis, t'envoies pas Wellington ou ce genre un package là. T'envoies un package et les joueurs ils vont te demander qui? Ils vont te demander Robinson, 9 points sur 10. Tu leur dis non. Donc voilà, si tu leur dis non, qu'est-ce que tu vas faire pour avoir un trade? Moi, c'est ce que je te dis. Comment tu vas avoir un trade aujourd'hui? Ah non, mais c'est compliqué. Après, voilà, Chris Paul, il a le désavantage de son contrat qui plombe aussi les finances d'OKC. Donc c'est même beaucoup d'observateurs pensaient qu'il allait changer d'équipe en courant de saison. Ouais. Finalement non, et puis ça a marché, et puis voilà, ils ont une belle saison, ils ont un beau leader. Je sais pas s'ils vont vraiment le garder, tu vois, la saison prochaine. Ils ont déjà, OKC échange de coach, donc est-ce que c'est annonciateur d'une continuité ou est-ce que c'est annonciateur d'une rupture côté OKC? Bon, c'est bizarre. Voilà, il pourrait tenter de vouloir s'en débarrasser parce qu'un contrat trop encombrant. Et les Knicks pourraient être tentés l'expérience pour essayer de redevenir compétitif, d'avoir un leader vocal, un relais du coach, un meneur défensif, All-Star. Moi, je pense que, tu vois, RG, Mitch avec... Défensif, c'est pas sa première qualité quand même. Il pique quelques ballons, quoi. Mais c'est pas... Bon, bref. C'est un chien, il est chiant, Chris Paul, il est petit, c'est un teigneux. Voilà, moi, je pense ça serait un bon fit. Je pense qu'avec un Chris Paul, un RG, un Mitch Robinson peuvent que progresser. Mais voilà, est-ce que les Knicks seront réellement en capacité de dégoter? Ça, j'ai plus de réserves parce que je pense qu'il y aura de la concurrence d'offres et voilà. Et si ça se fait en lâchant pas mal de joueurs et pourquoi pas des tours de draft, pourquoi pas empiler les tours de draft sur les saisons à venir, je sais pas ce que les Knicks en feront réellement. Non, ça sert à rien, mais moi ce que je te dis, c'est que j'ai juste peur qu'un Chris Paul, tu lâches trop de joueurs importants, ou tu payes trop cher. Parce que moi, comme je te dis, Randle, tu le mets avec d'autres joueurs, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de problème.
Mais après, tu touches à des joueurs comme Mitch ou comme RG. Ouais, là, il faut. ça serait Non, une non. carotte. Bien sûr, bien sûr. Mais je pense pas les Knicks, tu vois, prêts à lâcher un RG ou un Mitch dans un package pour récupérer Chris Paul. Ouais, j'attends je de verrais pas voir un comme peu la communication officielle de vraiment du staffing là, sur le sujet. J'attends vraiment Léon Rose là-dessus, mais très clairement. Et, ouais. C'est un Très joueur clairement. qui fait débat. Hein. On voit, il y a. Ah, évidemment. Oui, alors effectivement, là, on parlait de Westbrook, on a parlé de Chris Paul, on a parlé de Carmelo, on a parlé de Van Vliet, on a parlé de pas mal de choses. Bon, effectivement, au niveau des rumeurs, on l'a pas fini d'en entendre. Pas fini d'en parler. Ah ouais, non, mais aussi. Et effectivement, c'est vrai, la période est assez longue. Là, en termes d'échéance, de toute façon, c'est quoi? C'est le 18 novembre avec la draft. Toutefois, 8. la date est maintenue. 8. Le 8 novembre. Non, le 18. Le 18. Le 18. T'es sûr? Moi, j'ai appelé Adam Silver et il m'a dit le 18. Après, Ok. il m'a dit attention, ça peut encore changer. Ça peut encore changer. Mais c'est le 18. Non, c'est le 18. Ah ouais, et puis après, moi, quand même, je voulais avoir votre avis en parlant de draft sur notre rookie RG Barrett. Ouais, parce que bon. Le pauvre. Même pas considéré par les votants. Bon, pour le titre de rookie, c'était compliqué, mais même pas all rookie team. Hein, il finit 11e, donc il y a quand même beaucoup de joueurs qui lui sont passés devant. Donc, c'est une déception pour lui, forcément. Après, il a une part de responsabilité. Il a des résultats qui n'étaient pas à la hauteur de son pic de draft, je pense. On le met dans une autre franchise. Bon, je pense qu'on le considère différemment. Aussi. Mais ouais, bah écoute, qui s'en servent comme un argument supplémentaire, une source de motivation supplémentaire pour revenir encore plus fort la saison prochaine, qu'il bosse son shoot, parce que là-dessus, il y a des progrès à faire. Tout n'est pas à jeter avec RJ Barrett. On n'a peut-être pas un franchise player. Bon, on n'a pas un buzz mais, non plus, faut pas déconner. Ouais, voilà, quoi. Tu perds pas ton basket comme ça parce que tu as fait une saison Onyx. Non, clairement pas. On a pu le voir en plus de nos propres yeux lorsqu'on était au Mecha Trip à New York en mars dernier. Très clutch. T'as gagné les Knicks face aux Rockets, hein, quand même, donc Voilà. avec un record en saison. Donc, non, et voilà, faut nuancer tout ce qu'on peut voir. Oui, c'est pas une super saison, c'est pas non plus une si mauvaise saison que ça. Le Covid, le confinement, là, ça a coupé peut-être dans l'élan d'une belle petite fin de saison. Bon, on verra la saison prochaine. Faut qu'il en revienne plus fort et plus motivé pour nous faire une saison 2 avec le couteau entre les dents, quoi. Oui, mais moi je reste quand même, alors confiant, non, mais je suis pas non plus. Je garde quand même dans l'espace sur le rendement que peut avoir RG. Puis il sera foncièrement, il fera foncièrement partie du projet X, quoi. Ouais. Donc il n'y a pas de raison. Et puis il n'y a pas matière non plus à s'inquiéter. Je pense qu'en étant un peu mieux entouré. Voilà, j'ai la certitude qu'il va pouvoir vraiment progresser l'année prochaine, quoi. Vraiment, je garde cet espoir-là en tout cas. Il y a pas mal de motifs d'espoir, à défaut d'avoir des motifs de satisfaction, parce que c'est vrai qu'en termes de régularité, on aurait aimé le voir un peu plus régulier, d'autant plus que voilà, il souffre de la comparaison de Ja Morant notamment, qui a vraiment écrasé la saison et porté Memphis sur ses épaules. Là où les gens les attendaient pas, quoi. Ils les emmènent en playoff. Exactement. Enfin, pas loin des playoffs, pardon. Rectification. La bulle est passée par là. Mais ouais, effectivement, c'était une belle surprise, Memphis. On aurait aimé que les Knicks soient la belle surprise de la conf Est. Bon, forcément, ça se joue sur l'appréciation de la saison qu'on a. Après, c'est vrai qu'il a encore beaucoup de choses à travailler. Il est aussi assez jeune. Oui. Donc, laissons-lui aussi un peu de temps. On est souvent très impatient. Avec des rookies, il faut quand même un petit peu de temps avant de pouvoir mesurer vraiment la valeur du joueur. Moi, perso, je suis assez d'accord avec Laurent, en tout cas, sur la perception de la saison d'RG. Ou dans la mesure où son pic de draft est assez haut, et je pense qu'on en attendait un petit peu plus. Après, le lynchage qu'il y a eu ces derniers temps n'est pas justifié. Maintenant, moi, la déception, c'est pas forcément sur son niveau de jeu, mais c'est vraiment sur son adresse pour un poste 2, quoi. Parce que quand tu es poste 2 en 2020 et que tu n'arrives pas à mettre un lancer franc, tes shoots à mi-distance sont pas fiables, c'est vraiment pénalisant, quoi. Donc il faut vraiment qu'il travaille sur son shoot. Le reste, ça viendra, mais le shoot, c'était vraiment très mauvais.
Et en fait, je pense que ça l'a pénalisé aussi, l'image qu'il avait au lancer franc, tu vois, ce qui était ridicule. Comme je te Oui. disais tout à l'heure, il était aussi mauvais que Shaq. Shaq est pivot, lui, il est poste 2, t'es en 2020. Franchement, ça donne une très mauvaise image parce que sinon, sur ces matchs, il était là dans l'intensité, en dessous de panier, sur certains lay-ups et tout. Mais son manque de réussite, je pense que c'est ça qui l'a vraiment pénalisé. Alors, oui, je te rejoins. Et moi, ce qui me rassure quand même un peu en termes de shoot, c'est qu'il reste quand même fiable à 3 points. Je veux dire, il n'a pas souffert de gros courants d'air. Il a un pourcentage derrière la ligne qui reste tout à fait correct. Mais effectivement, après, dans la création de shoot, oui, il y a beaucoup de shoots ratés à mi-distance. Sur la ligne, c'est catastrophique, on va pas se mentir. Même s'il y a quand même, on a noté quand même une certaine progression entre le début de saison et la fin de saison, mais ça reste pas non plus un pourcentage qui pète le plafond, et d'autant plus pour un poste 2, quoi. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est qu'il est poste 2, il n'est pas pivot. Ouais, je suis d'accord. C'est dégueulasse. Même si je suis à tout à la fait fin, il d'accord. tourne 60-65, ça reste catastrophique. Enfin, faut se dire. Et je l'ai dit tout à l'heure à Joe, s'il met tous ses lancers, on parle pas des mêmes statistiques. Parce que, Ouais, tu rajoutes un point ou deux, 2-3 points et on parle de Ouais. peut-être un match différent aussi. Donc, Bien sûr. RJ, on a été sévère avec lui. Maintenant, il a aussi une part de responsabilité. Je pense qu'il en a conscience. Je pense que le bonhomme est assez sain et qu'il a une mentalité qui n'est pas forcément Oui. bling-bling, à péter Oui. un câble ou quoi que ce soit, que c'est un bosseur. Donc là-dessus, c'est forcément bien. Moi, la seule question que j'ai aujourd'hui, c'est RJ, franchise player. J'en suis pas sûr. Non, Très non. bon lieutenant, pourquoi pas. Franchise player, je suis pas sûr qu'il ait les épaules. ou alors qu'ils nous surprennent. Mais aujourd'hui, non, on n'a pas envie de dire que c'est un franchise player. Après, un lieutenant, bah, très bien, on saura l'entourer avec d'autres joueurs. Mais Après, le bashing qu'il a eu, c'est aussi parce qu'il est au Knicks et que tout le monde aime bien bâcher les Knicks. Voilà. Et puis, il était drafté super haut, les gars, aussi. Hein. Ah, mais voilà. pick d'accord, 3, ça met pas une de certaine problème. pression. Ouais. Ouais, bien sûr. Et honnêtement, rappelez-vous, moi je me rappelle de certaines discussions qui ont été émises, quoi que ce soit, genre RJ en 3e, c'est le vol du siècle, c'est super, limite il aurait dû être numéro 1, c'est parfait et tout. Parce que je pense que beaucoup de gens ont sous-estimé Ja Morant. Moi perso, je ne le voyais pas aussi fort, Ja Morant, mais que c'est vrai que quand tu le compares à Ja Morant, qui a eu un impact incroyable sur Memphis, et qui est vraiment un très bon joueur, et Zion, qui a joué que peu de temps, ou quoi que ce soit, mais à chaque fois qu'il est rentré ou à chaque fois il a été immense, bah du coup c'est vrai qu'RJ, il paraît fade à côté des deux autres. En retrait sur ces deux têtes de la draft, quoi. C'est pas de sa faute, hein. C'est pas totalement de sa faute, mais voilà, du coup la comparaison est un peu difficile. Et puis après, là on parle de Ja Morant et Zion Williamson, mais après Kendrick Nunn, il a fait le taf du côté de Miami, de toute façon. Miami, c'est une belle surprise cette saison et il profite d'un bel effectif. Tyler Hero aussi qui a été une belle soirée et tout. Bien sûr. Le problème, c'est que la 3e place d'RJ, ça le pénalise dans le rendement en fait, où tu t'aperçois que 3e place, il joue quand même plus de 30 minutes par match, tu te dis ouais, c'est pas terrible. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres joueurs qui ont peut-être eu un impact, en tout cas au niveau du point ou des rebonds moins importants, mais si tu ramènes à leurs attentes autant de jeux, tu te dis ouais, mais c'est des bons choix. C'est pour ça que je pense qu'il est pénalisé. Bon, il n'a pas été aidé non plus par l'équipe et le rooster, le coach au début. Bon, bref, on va pas refaire la saison, mais ouais, c'est une déception parce qu'on attendait mieux. On va dire que c'est une semi-déception. On va pas dire que c'est une totale déception, c'est une semi-déception. Oui. Mais on garde espoir encore sur le potentiel du gamin. Évidemment. Ouais. Et encore une fois, il a une bonne mentalité et je pense qu'il a une hygiène de vie plutôt saine d'après ce qui sort dans les médias ou d'après ce qu'on peut voir. Donc voilà, il y a espoir et il y a son tonton, là, son parrain. Ah là là. Ouais, on va pas ouvrir la page net, sinon là. On termine plus le podcast. On fera un épisode. Non, on fera pas d'épisode spécial. Ouais, mais voilà, il pourra aller faire un petit coucou et un petit câlin. Ils auront couru ensemble à Central Park et tout, et puis Nash pourra se confier sur les difficultés que c'est de coacher Kyrie Irving. Voilà. Et voilà, le tacle gratuit. Bon, mais pour revenir vraiment sur l'actualité qui nous intéresse, j'aimerais quand même glisser un mot de l'association. L'association Knicks Nation France quand même. Donc déjà, je voulais remercier vraiment tous ceux qui nous soutiennent au quotidien, qui échangent avec nous sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram,
YouTube, n'oublions pas sur YouTube. YouTube, évidemment YouTube, avec pas mal de vidéos là. On vous met quelques petits mix de temps en temps là, qui ont l'air de plutôt pas mal vous plaire, donc je pense qu'on va continuer. Mais oui, bah, sur les réseaux sociaux, la communauté, voilà, peut-être que les Knicks sont pas dans la bulle, mais bah, la communauté est toujours active, toujours attentive, toujours très vivante, dynamique, plein d'avis, souvent différents. On a pu le voir ne serait-ce que dans ce podcast. En parlant de ça, je voudrais passer un petit big up à Knicks Nation France et à Joe, parce qu'il est en train de nous sortir un abécédaire sur les Knicks de très grande qualité. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller le voir, allez-y. C'est vraiment super sympa. On apprend, voilà, on a essayé de vous faire apprendre des choses, revenir sur des anecdotes, voir un peu les Knicks différemment de tout ce qu'on peut entendre et voir des fois, des raccourcis qui sont pris. Donc effectivement, bah, tous les dimanches, on essaye de publier une ou deux lettres de l'alphabet, comme ça on vous fait réviser l'alphabet au passage, et puis on voit les Knicks sous de différents angles. Donc là, on vous conseille, si vous voulez en apprendre un petit peu plus, redécouvrir des choses, des stats intéressantes, des anecdotes. Et en tout cas, la lettre L, ce n'est pas la lettre loose. Non, la lettre L, c'est pas la lettre loose. Je t'avoue que je sais même plus ce qu'on a mis en lettre L. Il y a tellement... Enfin, mais pourtant, c'est bien moi qui est derrière tout ça. Mais non, la lettre L, bah, c'est Monsieur Léon, non? C'est Monsieur Léon Rose, notre nouveau président, où on revient un petit peu sur son parcours, sur ses anciens... prestigieux client, on va dire ça comme ça. Donc voilà, chaque lettre de l'alphabet voit une façon de traiter l'actualité des Knicks. Il y en a pour tout le monde, du récent, du moins récent, des anecdotes, des choses peut-être que vous connaissez déjà, mais vous avez oublié certains petits détails. Donc voilà, si ça vous tente, sur le site knicksnationfrance.com, vous retrouvez cet abécédaire et qui va être publié petit à petit dans le courant de cette période sans actualité Knicks. Puis il y aura d'autres contenus qui viendront également un peu plus tard. Bon, en tout cas, n'hésitez pas vraiment à nous faire part de votre retour et de votre soutien, comme vous le faites très bien. Ça nous donne vraiment beaucoup d'énergie pour continuer dans la lancée. Et puis, voilà, certains nous demandent un peu quels sont les events qui vont reprendre, dans quel contexte on va reprendre, si on a une vision un petit peu sur le sujet. Donc, pas mal d'adhérents et pas mal de personnes qui suivent la communauté, sont aussi à l'affût de l'actu KNF. Donc, est-ce qu'on peut leur délivrer un petit message sur le sujet? Oui, bah il y a pas mal de questions et malheureusement on peut pas répondre à tout aujourd'hui parce qu'on n'a pas la vision qu'on souhaiterait avoir. Il y a eu des questions autour du voyage. On fait un voyage associatif tous les ans. On a encore envie de retourner supporter les Knicks au Madison Square Garden. Rassurez-vous, belle équipe ou pas belle équipe, c'est une expérience vraiment à vivre. Unique à vivre, mais voilà, aujourd'hui sur la dimension voyage, on ne sait pas, quand la saison NBA reprend, je pense que même la NBA ne le sait pas encore, si les spectateurs seront autorisés à venir peupler les rangées, les gradins des stades et dans quelles conditions. Donc bien sûr, si on a l'opportunité de pouvoir faire quelque chose, on essaiera de faire le maximum pour pouvoir en faire profiter les adhérents sur la dimension voyage. Donc restez à l'affût, on est tous attentifs par rapport à l'actualité et on est motivés comme jamais pour essayer de vous faire ce type d'événement également. Il y a des questions autour d'événements type basket en salle, oui. Ballon panier, dans nos complexes habituels One Ball et House Factory, pour pas les citer. Là-dessus, c'est pareil. La situation sanitaire est compliquée, même si certains d'entre vous ont déjà pu reprendre les chemins des salles. On est attentif à l'évolution de la situation. Si on est en capacité de faire en toute sécurité et sans faire prendre de risques aux gens de pouvoir organiser un événement, on le fera. On a envie de le faire, on a envie de vous retrouver aussi. Les réseaux sociaux, les médias, c'est très bien, mais la raison d'être de l'association, c'est de se retrouver, de se rassembler en tant que supporters et amoureux d'une franchise. Donc on essaiera, compter sur nous pour essayer de mettre en place un événement. Est-ce que ça sera en octobre? On est en train de travailler le sujet, d'essayer d'étudier la chose, mais restez vraiment à l'écoute sur nos réseaux sociaux. C'est là qu'on communiquera sur les possibilités, les conditions pour pouvoir venir participer à cet événement.
Très bien. Bah écoute, on prend note. Donc voilà, restez vraiment à l'affût. On fait vraiment le maximum pour pouvoir vous proposer quelque chose dans les meilleures conditions possibles et surtout sans prendre de risques évidemment et non plus pas non plus avoir la sensation de frustrer aussi les autres. Donc voilà, on y travaille, on y pense très fortement, très fortement. On a également une pensée aussi sur les adhésions pour la prochaine saison. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment sous le coude, qu'on vous communiquera, mais vraiment en bonne et due forme. Et voilà, c'est la situation fait qu'on ne peut pas prendre la situation à la légère. Puis parallèlement à ça, on a vraiment envie de continuer l'aventure. Et voilà, donc non, nous vous tiendrons informés de la suite des événements KNF. Messieurs, je pense qu'on a quand même fait le tour. Ouais, on a pas mal balayé cette petite période. Donc oui, évidemment, et c'est toujours un plaisir. Maintenant, le dernier petit tour de la table pour le mot de la fin. Donc, Juju. Un mot un peu long, mais c'est un plaisir de vous retrouver, les gars. Malgré cette période difficile, le principal, c'est que tout le monde aille bien, que chaque famille aille bien, parce que le basket reste secondaire par rapport à la période assez compliquée que tout le monde vit. Et puis, pour parler basket et Knicks, on est sur une période à la fois excitante et inquiétante, parce qu'on ne sait pas où on va. Mais justement, c'est très intéressant. Et on espère le meilleur pour la saison à venir et que les projets pour KNF se réalisent. Et Joanie, pour toi, petit mot de la fin. Un petit mot de la fin. Alors, je voudrais avoir quand même une petite pensée à pas mal de personnes qui ont pu quitter cette planète là sur cette période. Il y a eu des grands noms du basket, du showbiz qui ont quitté cette planète Terre. Donc, ça a rajouté un peu de lourdeur à cette période. Donc voilà, donc une petite pensée à tous ces gens. Il y a notamment une Knicks fan qui nous a quittés il y a quelques semaines de ça. Donc voilà, une petite pensée à eux et à leur famille. Et pour finir sur une note positive quand même, parce que voilà, supporter Knicks, c'est toujours un peu compliqué, mais on reste dans l'espoir, dans le positif et dans... Eh bien oui, voilà, il va encore se passer des choses. On voit, il y a plein de choses à se dire, à remuer côté New York. Hâte de connaître et de voir la suite, la draft, la free agency, retrouver les Knicks, repartir à New York, retrouver les adhérents. Vraiment hâte de voir la suite de tout ça. Et puis moi, je fais bien sûr un gros big up déjà à tous nos adhérents, à tous ceux qui suivent la communauté, tous ceux qui nous donnent de la force. J'embrasse également les autres membres du bureau, Nico, Abdoul. Il y a du pain sur la planche et on compte sur vous les gars. Et puis une pensée également pour Sports US Travel. Et voilà, on a hâte de pouvoir justement reprendre le chemin de l'aéroport pour se rendre à New York aussi. Oh oui. Et donc je leur donne un max de force. Et puis les gars, on est toujours ensemble. Knicks un jour, Knicks toujours. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis la bise à vos proches également. Et à très bientôt. Au revoir tout le monde. Ciao. Ciao. I always will be a Knick, always will be a New Yorker. Thank you very much. Hope you're ready for the next episode. Hey.